j'ai passé, bien sûr, conformément à l'article 145 et 146 du règlement intérieur de notre Chambre. Nous avons passé nos vacances parlementaires à Walikale pendant 45 jours. Et nous avons constaté que la Walikale n'est pas encore aujourd'hui envahie par les agresseurs, mais ils sont dans terre. De voir aujourd'hui Walikale tomber dans les mains, entre les mains des agresseurs, comparativement aux provinces, aux territoires voisins, Béro, Touro, Assisi, qui sont voisins à Walikale, mais qui sont aujourd'hui occupés par les Rwandais et leurs marionnettes congolaises. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est presque un tiers du territoire, un tiers de la province du Nord Kivu qui est occupé par les agresseurs, à peu près 4 millions d'habitants. Beaucoup. Et il y a aussi le problème d'infrastructure à Walikale. La sécurité ne pose pas de problème à Walikale. C'est le territoire le plus sécurisé, je crois, de la RDC, où les gens se promènent librement, 24 heures sur 24. Et 70% de Walikale est sécurisé par les groupes de Wazalendo, NDFRN. Les gens sont habitués à payer leur, ce qu'on appelle l'impôt, un jeton de 500 francs, et aussi un jeton de 2000 francs. Et avec ça, les gens sont prêts. Donc c'est ça que je voudrais dire pour Walikale. Les vacances se sont très bien passées. Et nous avons amené toutes ces doléances dans notre rapport des vacances que nous avons déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Et le président m'a saisi officiellement, le président du collège Vital Kamerhe, pour me dire que mon rapport était consistant et qu'il allait, il allait le soumettre à une de plénière pour qu'on puisse convoquer les ministres sectoriels en vue d'en faire un débat. Et dans ce rapport, justement, nous avons proposé une ou deux plénières qui seront consacrées essentiellement à la question sécuritaire et humanitaire à l'est du pays et à l'issue des contacts que nous avons eu sur terrain. Nous avons initié deux propositions de loi. La première, c'était la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 011/012 du 24 août 2011 relative au fonctionnement et à l'organisation des forces armées de la République démocratique du Congo. On a apporté deux innovations. La première innovation, c'est que désormais maintenant, les civils qui ont pris les armes et qui ont fait preuve de leur engagement pour défendre la patrie, le cas par exemple qui s'est passé hier à la reprise de la première localité qui a été reprise depuis que les combats ont commencé, ce sont les Wazalendo, les guidons qui ont repris, les ex-Wazalendo qui ont repris ça. Des gens comme ça, par exemple, nous avons proposé qu'ils soient intégrés dans l'armée. L'avantage, c'est quoi? Lorsqu'ils sont intégrés dans l'armée d'abord, nous avons maintenant l'unicité de commandement. Donc, ils auront un tel commandement. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef, c'est lui-même qui commande. C'est trop. Alors qu'il est en train de nous protéger, de constituer un front contre les agresseurs. Le deuxième avantage, c'est que la guerre finira tôt ou tard. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans. La guerre finira par se terminer. Et après la guerre, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est même ils sont dans la rade. La rade n'est qu'une force réserviste. Les réservistes, pendant les temps de paix, reviennent à leurs occupations normales. Et les occupations, c'était des groupes d'armées. Donc, pour couper court à tout ça, il faut les mettre dans des structures organiques. Alors, une troisième innovation qu'on a apportée dans la nouvelle proposition de loi, c'est que désormais maintenant, les sénateurs comme les députés nationaux que nous sommes, nous pouvons maintenant exercer notre contrôle parlementaire sur la gestion de l'armée. On va aller même auditer, contrôler l'état-major général des FARDC comme l'état-major de la police nationale. Donc c'est jusque-là notre contrôle s'est limité seulement au ministère sectoriel, ministère de la Défense comme ministère de l'Intérieur. Et ça va nous permettre aujourd'hui quand même de faire comprendre aux hommes en uniforme qu'ils peuvent aussi être contrôlés. Il n'y a pas secret défense parce que nous sommes l'autorité compétente et la Constitution nous donne cette attribution-là. Nous avons trois attributions. Contrôle budgétaire, donc la confection du budget. Nous avons le contrôle parlementaire et nous sommes des législateurs. Donc nous ne ferons que
appliquer la Constitution. Donc ça, c'est imminent maintenant, c'est imminent puisque le fait que si les fonds militaires, il y a plusieurs groupes, c'est là aussi nous fragilise, puisqu'il n'y a pas un seul commandement. Or, le fait qu'il y a une multiplicité de commandements, non seulement ça crée une méfiance au front, mais aussi ça démobilise les hommes des troupes. Donc, avec la proposition de loi que je viens d'introduire, je l'ai faite pour l'intégration des ex-Ouazalendo dans les FARDC et aussi des ex-Ouazalendo dans la police nationale, avec comme innovation le contrôle de l'armée et de la police. Donc, c'est ça que donc, le retombé au fait de mes vacances parlementaires. Et à l'issue de ça aussi, on a fait un plan de reconquête des espaces occupés aujourd'hui par les agresseurs. C'est le plan d'ailleurs que je suis en train de discuter aujourd'hui avec les autorités en charge du secteur de la défense. Et en fait, on n'a pas lâché, les gens se sont battus. D'abord, il faut dire qu'il fallait le moral. Moi-même, en tant que député national, je me suis impliqué, j'ai fait d'abord une alerte le dimanche, parce que depuis dimanche, 4 h du matin, quand les combats ont commencé, j'ai suivi ça comme dans des films. Et le matin, à 6 h, j'ai informé toutes les autorités. Et quand Kalembe est tombé, la première cité de Walikale est tombée entre les mains des agresseurs. Pour eux, c'était vraiment un trophée. Entrer à Walikale, un territoire riche dans les minéraux, où il y a la plus grande mine de cassiterite et de coltan au monde, avec des facilités, tout ça. Et la possibilité à partir de Walikale d'accéder dans la province de Chopo, province de Maniema, province de Sud Kivu. C'était vraiment un atout. Donc je devais m'impliquer et là j'ai remercié le chef de l'État à travers le ministère de la Défense. On lui a fait parvenir nos desiderata et il y a eu une réaction. Il fallait seulement donner les moyens. Les Ouazalendo, de demander que les munitions. Et l'appui a été donné et voilà. 24 heures après, 24 heures, c'est le dimanche à lundi. 24 heures après, nous avons récupéré pour la première fois. Et c'est pour dire que lorsqu'il y a harmonie, lorsque les députés et l'exécutif collaborent, on peut produire quelque chose. Je vous dis, j'ai mis les opérations militaires, on les suivait avec le vice-ministre de la Défense, Sami Adouban, en direct. Les commandements ont passé comme ça. A déployé, fait ceci, telle bombe, retirer ça. Donc c'était suivi jusqu'à ce que Kalem ait été récupéré à 16 h 25. Donc pour dire que, je peux dire que nous avons gagné. Et la même expérience qu'on a appliquée pour Kalembe, nous pouvons aussi l'étendre sur les autres espaces occupés aujourd'hui par les agresseurs.
Bon, notre motion d'abord consistait, c'est une démarche parlementaire d'abord. Faut pas vraiment, il faut enlever des contextes politiques et motion alimentaire. Non, on n'est pas là. Je crois qu'on a suivi tous, le débat était radio-télévisé, on a suivi les rapports de la Cour des comptes. Ces rapports-là nous ont révoltés, personnellement. Et moi, j'étais le seul de l'Union sacrée à voter même contre la recevabilité de ces rapports. C'est après justement le vote, je me suis dit, comme on n'a pas sanctionné les ministres sectoriels, notamment celui du budget qui était là, parce que l'autre, on peut encore lui donner le bénéfice des doutes, il vient d'être là, mais celui du budget était là lorsque le budget a été appliqué. Et moi, j'ai dit à mes collègues, non, j'ai voté contre, parce que j'estime que ces rapports devraient être rejetés. Il y a par exemple, on reproche au ministre du budget les cas, la violation de la loi des finances. Lorsque la loi des finances est votée, le budget de l'État est mis à la disposition du ministre sectoriel du budget. C'est lui, conformément à l'article 1er alinéa 9b de la loi sur les attributions des ministères, qui est le liquidateur des dépenses publiques de l'État. Donc, aucune liquidation n'est faite, c'est fait, ça ne passe pas. Même s'il y a de paiement en urgence, lui fait la régularisation en vertu de la loi. Vous ne pouvez pas régulariser là où il n'y a pas de crédit. C'est quand les cas aujourd'hui, par exemple, les crédits alloués au paiement des dettes intérieures sont déjà finis, alors qu'on n'est pas encore même à la fin de l'année. Et la Cour des comptes avait demandé, dans ses relations avec le ministère, qu'on lui donne les bénéficiaires. Ni le ministère des budgets, ni les finances n'ont jamais envoyé la liste des bénéficiaires. Et quand vous allez voir ces bénéficiaires-là, il n'y a pas le secteur de social, santé, éducation, il n'y en a pas. Même la guerre, il n'y en a pas. Ce sont des besoins personnels de luxe. Et là aussi, nous avons vu, même on a constaté que les dépenses, par exemple, les fonds utilisés, les 315 millions, pour payer le forage et la pagaie, ne sont pas retraçables dans le budget de l'État. Nulle part, je n'ai pas regardé. Alors, où est-ce que Kazadi a trouvé ces fonds-là? Vous trouvez? Pourquoi son collègue de budget, puisque ce sont ses prérogatives, ne l'a jamais dénoncé? Nous constatons aussi dans ces rapports-là, puisque lorsqu'on a mis en place on avait mis en place le gouvernement un comité qui devrait certifier les dettes intérieures. Mais dans ce comité-là, il y avait même un délégué du budget, finance, le président primature, mais on a constaté que ce comité-là ne fonctionnait plus. Alors, en vertu, puisque le ministre des budgets ne pouvait pas liquider les dépenses sans l'avis de ce comité-là. Donc, il n'a pas respecté. Comme ça que nous avons dit qu'il a violé la loi des finances, il a violé la loi sur l'attribution du ministère et de fixer les attributions du ministère. Donc, il est passible à des sanctions. Et mes collègues secondés m'ont rejoint dans la pétition, conformément à l'article 235 de notre règlement intérieur. La pétition est déjà prête, elle est là, la pétition. Déjà signée par 53 députés. Et comme on nous a accusé de chercher à faire démontrer le matin, on avait dit, nous voulons faire les choses dans la règle de l'art. Nous avons convenu de rencontrer la commission économico-financière, qui est notre bras séclier du secteur, pour que nous puissions parler, puisque nous ne puissions pas parler un langage différent, pour que nous puissions confronter les éléments que nous détenons à ceux détenus par la commission économico-financière qui se réunit déjà à l'hôtel Béatrice. À l'issue de cette confrontation, nous allons lever les options, notamment l'option de déposer. Sinon, tout est fait et quand on dépose, le bureau hésite, le règlement intérieur est clair, le ministre, dans les 48 heures, doit déjà démissionner et venir se présenter devant l'Assemblée nationale. Et là, on ne s'arrête pas là-bas. Nous avons aussi pensé initier aussi une action contre l'honorable Nicolas Kazadi, qui est à la base du détournement. Il ne faut pas seulement les sanctionner professionnellement. Ils perdent les postes, mais il faut aussi les sanctionner juridiquement. Il faut que les sanctions pénales aussi suivent, puisque lorsque vous prenez l'argent du contribuable congolais, vous réfugiez à l'Assemblée nationale pour avoir une immunité. L'Assemblée nationale n'est pas un sanctuaire des criminels, non, non, non. Comme ça, nous devons aussi quand même éveiller, susciter l'intérêt des collègues pour qu'ils puissent aussi examiner les cas
de notre collègue Nicolas Kakadagi, qui sera le deuxième à être aussi liquidé, et pas liquidé physiquement, mais liquidé politiquement. Ouais, politiquement et juridiquement aussi. Et cela ferait les droits. Il faut que les gens commencent à craindre les biens de l'État. Les biens de l'État ne sont pas des biens sans maître, non. C'est l'argent du contrôleur congolais. Ce n'est pas l'argent de leur famille. Ils ne peuvent pas l'utiliser comme tout. Quand je vois aujourd'hui l'État dans lequel nous sommes, à l'Est avec la guerre, on nous dit qu'il n'y a pas de moyens. Et alors que les moyens ici sont dilapidés. Il y a des mondes à la voilà. Aujourd'hui, avec la situation sécuritaire aujourd'hui à l'Est, nous ne pouvons pas parler d'une éventuelle révision constitutionnelle. Vraiment, ce n'est pas opportun aujourd'hui. Attendons, parce qu'une révision constitutionnelle comme un changement de constitution va aboutir sur un projet de référendum. Allons-nous soumettre le référendum en ignorant 4 millions de nos concitoyens, en ignorant un tiers de la province du Nord Kivu? Ça serait vraiment une idioterie politique, puisqu'on ferait l'élite de la Bakaja. Tous ceux qui ne participeraient pas à ces référendums, ne se sentiraient pas concernés. Automatiquement, cette partie-là sera attaquée au Rwanda. Est-ce que c'est ça la démarche de l'IDPS et Kabouya? Alors, ils nous disent alors, à ce moment-là, nous sommes. L'IDPS n'est pas majoritaire à ce moment-là. L'IDPS est minoritaire. L'IDPS n'a même pas. Il n'y a que 75. Même s'il faut ajouter les 75 autres qui disent les alliés mosaïques, entre guillemets, ça 50. Nous sommes 496. 94 aujourd'hui. Donc ils ne sont même pas un tiers. Même pas un tiers des députés. Donc, nous pouvons les mettre en minorité et renverser la majorité. Kabila a perdu la majorité après les élections. Qui ne nous amène pas là-bas. C'est un intérêt très dangereux. Qui ne mettent pas les chefs de l'État mal à l'aise. Puisque pour constituer cette majorité, il a fallu convaincre les gens. Et si les gens estiment que la vision par laquelle nous avons adhéré, ce n'est plus la même, les gens vont se retirer. Et cette majorité risque de se péter. Donc, Kabouya est en train de jouer avec le pays. Je suis content qu'après mon intervention, il a pu répliquer et qu'il y a quand même d'autres sons de cloche à l'IDPS qui vont dans le sens de dire que ce n'est pas opportun et que ce n'est même pas dans l'agenda de l'IDPS, même pas des gouvernements. J'ai suivi Patrick Mouyaya, mon jeune frère, qui a dit que non, au niveau des gouvernements, ce n'est même pas dans leur agenda. Ça nous a rassuré que nous sommes sur le bon débat. Donc ça, ce n'est plus un débat. Alors, aux commissions, j'avais dit encore que l'IDPS n'est pas majoritaire. L'IDPS, si l'IDPS, même avec Mosaïque, ils ne sont même pas un tiers. S'ils prendraient trop, ils prendraient un tiers. D'ailleurs, là, ils ont pris légèrement un peu plus qu'un tiers, puisque sur les 10 postes de bureau, j'ai dit là, 10 plus les bureaux bon, on peut dire 11 avec les bureaux, le comité de sages. Donc l'IDPS a déjà un gros morceau. Parce qu'un seul, ils ont déjà 3 postes. Donc c'est déjà beaucoup, beaucoup vraiment. Ils ont pris beaucoup plus que l'IDPS. Mais ils sont revenus quand même à la raison. Après toujours mon intervention. Donc je suis resté l'IDPS. Je peux dire, je suis les sages. Je leur dis, il ne faut pas brûler la maison là, laquelle nous sommes. Il ne faut pas croire que tous ces députés là vous suivent, parce que ce sont des moutons, des paniers que vous pourrez amener à l'abattoir. Non, non, attention. Ils risquent de se retourner contre vous et vous mettre. Ce qui est arrivé aux voisins, pour eux aussi, vous arrivez aussi. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire seulement aux Congolais que nous devons avoir un comportement responsable. Nous sommes en guerre. L'Est du Congo appartient au Congo. Le pays est agressé. Nous devons avoir ici, à Kinshasa, un comportement d'un pays envahi, un pays agressé, un pays occupé. Et ce comportement-là, d'abord, exige de nous, en tant que l'État, avoir d'abord le drapeau à Berne. Les musiques, les chansons, la vie, les traits de vie. On doit sentir que quelqu'un est en guerre. Si pas même, nous pouvons porter même des noirs pendant ce temps ici, ça peut créer un sentiment de prise de conscience, mais aussi ça peut interpeller les amis de notre pays, les voisins, sur l'engagement de Congolais de pouvoir libérer leur pays.